Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le champagne avait cessé de couler depuis des heures. Pourtant, le monde d'Alara tournait encore lorsqu'elle se retrouva plaquée contre la baie vitrée du Penthouse, surplombant une ville qu'elle n'aurait jamais les moyens de s'offrir. Elle embrassait un homme dont elle n'avait même pas pris la peine d'apprendre le nom de famille. Monaco s'étendait sous eux comme des diamants éparpillés sur du velours noir, et quelque part dans la salle de bal derrière eux, sa meilleure amie Sienna dansait avec son nouveau mari, se demandant probablement où sa demoiselle d'honneur avait bien pu disparaître. Alara savait qu'elle devrait s'en soucier, qu'elle devrait se soucier de beaucoup de choses, mais les mains de cet homme étaient dans ses cheveux et, pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne s'en souvenait, elle ressentait autre chose que de l'épuisement. On devrait y retourner, chuchota-t-elle contre sa bouche. Elle ne le pensait pas du tout. On devrait, approuva-t-il. Mais il la attira davantage contre lui. Il s'appelait Jackson. Juste Jackson. Il le lui avait dit plus tôt lorsqu'il s'était percuté et littéralement percuté, sa coupe de champagne se brisant contre le torse de l'homme alors qu'elle prenait un virage trop vite, en retard pour son discours de demoiselle d'honneur. Elle avait été mortifiée, s'excusant tout en tamponnant sa chemise trempée avec des serviettes en papier. Il avait ri, vraiment ri, affirmant que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis des mois. « Laisse-moi te payer un autre verre », avait-il proposé. « C'est vous qui êtes couvert de champagne », avait-elle fait remarquer. « Alors laisse-moi t'offrir un verre pendant que je suis couvert de champagne. Ça fera un sujet de conversation. » Elle avait prévu de rester pour un verre. Juste un. Elle avait un vol tôt le lendemain pour Chicago, pour l'hôpital, pour sa vraie vie faite de semaines de 70 heures et d'un appartement si petit qu'elle pouvait toucher les deux murs de sa chambre en écartant les bras. Ce mariage avait été une belle échappatoire, un week-end à faire semblant d'appartenir à ces lieux au sol en marbre et aux serveurs en gants blancs. Mais Jackson l'avait fait rire jusqu'à en avoir mal au ventre et à ce que son mascara coule sous ses yeux. Ils avaient discuté sur la terrasse pendant que la fête battait son plein à l'intérieur. Et quelque part entre minuit et l'aube, elle lui avait confié des choses qu'elle ne disait jamais à personne, son enfance dans le système de foyer d'accueil de Chicago, ballotté de maison en maison comme un meuble indésirable, ses prêts pour l'école de médecine qui lui prendrait une vie entière à rembourser, la petite fille qui avait appris très tôt que la sécurité est quelque chose que l'on construit soi-même, brique par brique, parce que personne ne viendra vous sauver. J'avais 7 ans quand ma mère m'a déposé aux services sociaux, avait-elle dit, surprise par sa propre honnêteté. Elle m'a fait entrer, a signé quelques papiers et est partie. J'ai attendu près de la fenêtre pendant 3 jours, pensant qu'elle reviendrait. Elle ne l'a jamais fait. Je suis désolé, avait dit Jackson, et il le pensait vraiment. Ne le sois pas. J'ai survécu à 13 familles d'accueil avant d'atteindre la majorité. Certaines étaient bien, d'autres non, mais j'ai appris à ne compter que sur moi-même, à construire des murs assez hauts pour que les gens ne puissent pas me blesser quand ils finissent inévitablement par partir. Ça a l'air solitaire. La solitude est plus sûre que la déception. Il l'avait écouté avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être vu, vraiment vu pour la première fois de sa vie. Puis il lui avait livré sa propre vérité, un père qui mesurait l'amour au résultat trimestriel, une vie qui semblait parfaite de l'extérieur mais qui donnait l'impression de se noyer, le poids d'attente qu'il n'avait jamais demandé à porter. Je ne sais même pas qui je suis sans tout ça, avait-il admis en fixant ses mains. Le nom, les attentes, l'avenir qui a été décidé avant même que je sache marcher. Parfois, je pense que je ne suis qu'une collection d'exigences d'autres personnes. Si on enlevait tout ce qui est extérieur, il ne resterait rien. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue, avait dit Alara doucement. Ouais, avait-il souri, mais le sourire n'avait pas atteint ses yeux. Ouais, ça l'est. C'est elle qui l'avait embrassé en premier, se penchant pour franchir l'espace entre eux et pressant ses lèvres contre les siennes, goûtant le champagne, l'honnêteté et quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Il s'était figé une fraction de seconde, puis lui avait rendu son baiser comme si elle était de l'oxygène et qu'il était en train de se noyer. La conversation s'était poursuivie entre les baisers, entre des moments volés d'une connexion qui semblait dangereuse et nécessaire. « Que ferais-tu si tu pouvais être n'importe qui » avait-elle demandé. « Je ne sais pas, peut-être diriger un petit hôtel quelque part au calme, connaître vraiment mes clients, me soucier de leur expérience plutôt que des marges de profit. » Il avait ri de lui-même. Ça a probablement l'air ridicule. Ça a l'air humain.
Ce n'est pas ridicule. Et toi? Si tu pouvais avoir n'importe quoi. J'ai déjà ce que je veux. Je suis chirurgienne. Je répare des cœurs. C'est réel. Ça compte. Elle marqua une pause. Mais parfois. Parfois j'aimerais avoir quelqu'un vers qui rentrer à la maison, quelqu'un qui écouterait le récit de ma journée et se soucierait de la réponse. Ça a probablement l'air faible. Ça a l'air honnête, et tu es la personne la moins faible que j'ai jamais rencontrée. Maintenant, dans la suite qu'il avait réussi à obtenir, elle s'autorisait à être imprudente. Elle s'autorisait à être cette femme qui vivait une nuit parfaite avec un bel inconnu, sans penser aux conséquences, au vol du matin ou à la réalité qui l'attendait chez elle. Son toucher était révérencieux, comme si elle était précieuse, et lorsqu'il chuchotait son nom contre sa peau, cela résonnait comme une prière. Il parlait entre deux moments d'intimité, de rêves abandonnés, des personnes qu'ils auraient aimé être, de l'étrange magie de rencontrer quelqu'un qui comprend sans juger. « Je ne veux pas que ça s'arrête », murmura-t-il contre son épaule. « Tout a une fin. C'est ce qui rend les choses belles. »« Reste », murmura-t-il alors que l'aube s'infiltrait par les fenêtres. Ses bras l'enlacèrent, juste un peu plus longtemps. Mais Alara avait appris jeune que les belles choses ne duraient pas, que les histoires de Cendrillon n'étaient que des contes de fées, et que la vraie vie était faite de réveils, de responsabilités et de murs construits assez hauts pour que rien ne puisse vous atteindre. « Je dois y aller, dit-elle, se dégageant déjà, reconstruisant déjà son armure. Alors laisse-moi prendre ton numéro. Laisse-moi te revoir. Laisse-moi t'emmener dîner quelque part de normal, où l'on pourra voir si c'est réel, en dehors de la magie de Monaco. » Elle sourit, triste, sachant que c'était parfait justement parce qu'il n'y avait pas de second chapitre. Ne gâchons pas ça avec la réalité. Alara. Merci, l'interrompit-elle, le pensant du fond du cœur. Pour ce soir. Pour m'avoir fait me sentir humaine au lieu de juste fatiguée. Pour m'avoir vue comme plus qu'une simple personne essayant de survivre. Elle s'habilla rapidement, efficacement. La précision chirurgicale qu'elle utilisait au bloc opératoire s'appliquait maintenant à son départ, avant que son cœur ne s'implique plus qu'il ne l'était déjà. Il la regarda avec quelque chose de désespéré dans les yeux, comme s'il voulait argumenter, la convaincre de rester, mais il comprit qu'elle avait déjà fait son choix. À la porte, elle se retourna. Il était assis au bord du lit, torse nu, magnifique et d'une réalité déchirante. « J'espère que tu trouveras qui tu es, dit-elle doucement. Sans tout le reste. Je pense que tu aimerais cette personne. J'espère que tu laisseras quelqu'un entrer, répondit-il, avant que ces murs ne deviennent si hauts que tu ne puisses plus en sortir. Les mots frappèrent plus fort qu'ils n'auraient dû. Elle partit avant de pouvoir changer d'avis, prenant l'ascenseur vers le hall, où le monde réel l'attendait. Le mariage était fini. Le conte de fées était terminé. Elle avait un avion à prendre et une vie à reprendre. Sur le vol du retour, coincée sur un siège du milieu entre un homme d'affaires qui ronflait et une jeune mère avec un bébé en pleurs, Alara se répéta que c'était une nuit parfaite, un souvenir auquel se raccrocher durant les gardes brutales et les urgences sans fin. Elle retournait à Chicago, à l'hôpital, à la construction de sa carrière, une brique soigneuse après l'autre. Elle y croyait presque. Lorsqu'elle trouva le mot des semaines plus tard, glissé dans sa pochette de demoiselle d'honneur qu'elle n'avait pas ouverte depuis Monaco, ses mains tremblèrent en lisant ces mots, « Tu m'as rappelé ce que ça fait d'être humain. Merci. » Pas de numéro. Pas de nom de famille. Juste ces mots et une vérité qui lui fit mal à la poitrine. Elle rangea le mot dans le tiroir de sa table de nuit et retourna au travail, à la normale, à la vie qu'elle comprenait. Puis vint le matin où elle ne put garder son petit déjeuner, le matin où ses mains tremblèrent lors d'une consultation de routine, le matin où elle fixa 2 lignes roses sur un bâtonnet en plastique et sentit tout son monde soigneusement construit commencer à se fissurer. Le matin où elle réalisa qu'une nuit parfaite avait des conséquences qui changeraient tout. Chapitre 2, la révélation. Alara était assise dans la salle d'échographie, Sienna serrant sa main assez fort pour couper la circulation, fixant l'écran comme si cela pouvait soudainement prendre du sens si elle regardait assez longtemps. Des jumeaux, répéta l'échographiste. Elle souriait comme si c'était une merveilleuse nouvelle. 2 battements de cœur sains. Félicitations. Des jumeaux? Répéta Alara d'un ton plat. Un bébé était déjà impossible. 2 dépassait l'entendement. Pouvez-vous nous laisser un instant, demanda Sienna, la voix tendue. La technicienne hocha la tête,
les laissant seuls avec les images figées sur l'écran, deux minuscules faisceaux scintillants qui allaient apparemment devenir des êtres humains. Des êtres humains d'Alara dans environ 7 mois. D'accord, dit Sienna, passant en mode gestion de crise. D'accord, on peut gérer ça. Première chose, on doit le trouver. C'était quoi son nom de famille? Je ne sais pas, son numéro? Je ne l'ai pas pris. Réseaux sociaux, email, littéralement n'importe quoi. Alara secoua la tête, se sentant stupide, imprudente et terrifiée. On ne voulait pas que la vie réelle s'en mêle. C'était tout le but. Eh bien, la vie réelle est très impliquée maintenant. Sienna se leva, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Il était à mon mariage. Quelqu'un doit le connaître. Peut-être les contacts professionnels de Marcus. Arrête. Alara pressa ses paumes contre ses yeux. Juste. Arrête. Je ne vais pas traquer un homme avec qui j'ai passé une nuit pour exiger qu'il assume la responsabilité de mes choix. J'ai choisi de coucher avec lui. J'ai choisi de ne pas prendre ses coordonnées. C'est ma situation à gérer. Ta situation? Ce sont ses enfants aussi. Il ne le sait pas. Il ne le saura jamais. Elle se leva, enfilant sa veste avec des mouvements brusques et colériques. Je les garde. Je trouverai une solution. Je trouve toujours une solution. Sienna lui saisit les épaules, forçant le contact visuel. Tu n'as pas à tout faire toute seule. Tu le sais, n'est-ce pas? Que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Mais Alara avait appris jeune que demander de l'aide était le meilleur moyen d'être déçu, de donner aux gens le pouvoir de vous laisser tomber. Elle avait survécu jusqu'ici en ne comptant que sur elle-même. Et elle survivrait à ça aussi. J'ai survécu à 13 foyers d'accueil, dit Alara doucement. J'ai survécu à l'école de médecine en travaillant 3 jobs. J'ai survécu au fait d'être la seule femme noire de ma promotion de résidence en chirurgie alors que tout le monde attendait que j'échoue. Je survivrai à ça. Il ne s'agit pas de survie. Il s'agit de vivre. Il y a une différence. Pas dans mon expérience. La grossesse fut brutale, des nausées matinales qui duraient toute la journée, un épuisement qui rendait ces gardes chirurgicales impossibles, et la peur constante et rongeuse de ne pas y arriver, d'échouer envers ses bébés avant même qu'ils n'aient une chance. Elle se réveillait la nuit en sueur froide, rêvant que les services sociaux lui enlevaient ses enfants, répétant le cycle qui avait détruit sa propre enfance. Ses collègues le remarquèrent. Les murmures commencèrent. Quelques-uns étaient solidaires, mais la plupart la regardaient avec un jugement à peine voilé. Mère célibataire. Irresponsable. Pas assez dévouée à la médecine. Elle sentait leur regard suivre son ventre qui s'arrondissait. Elle entendait les commentaires sur la façon dont la maternité ferait dérailler sa carrière. Un collègue, le docteur Whittaker, la coinça dans la salle de repos. Vous savez, statistiquement, les femmes chirurgiens qui ont des enfants voient une baisse significative de l'attribution de cas complexes. Juste quelque chose à considérer. Êtes-vous en train de me dire d'interrompre ma grossesse pour ma carrière? Je vous dis la réalité de notre domaine. La médecine ne s'accommode pas de la maternité. Eh bien, peut-être que la médecine doit changer, dit Alara froidement, s'éloignant avant de dire quelque chose qui lui coûterait son emploi. Le docteur Langford, le chef de la chirurgie, la convoqua dans son bureau quand sa grossesse devint trop visible pour être cachée par sa blouse. Nous devons discuter de votre situation, dit-il en croisant les mains sur son bureau. Ma grossesse, corrigea-t-elle froidement. Ça s'appelle une grossesse. Votre grossesse rend votre emploi du temps chirurgical actuel impossible. Je vous déplace aux consultations et à l'enseignement jusqu'après l'accouchement. Je peux encore opérer. Je suis enceinte, pas handicapée. Ce n'est pas une question de capacité. C'est une question de responsabilité civile. Il s'adoucit légèrement. Alara, vous êtes l'un de nos meilleurs chirurgiens. Prenez le temps dont vous avez besoin. Revenez quand vous serez prête. Mais elle entendit ce qu'il n'avait pas dit, revenez si vous êtes toujours dévoué. Si la maternité n'a pas fait de vous un boulet. Elle passa aux tâches plus légères, ravalant sa fierté comme un médicament amer. Elle regarda d'autres chirurgiens prendre les cas complexes pour lesquels elle avait travaillé toute sa vie. Elle sentit sa carrière stagner alors que son corps se gonflait d'une vie qu'elle n'avait pas prévue, mais qu'elle commençait à aimer farouchement. La réalité financière la frappa de plein fouet. Les consultations payaient moins que la chirurgie.
Le bail de son appartement arrivait à renouvellement avec une augmentation de loyer qu'elle ne pouvait pas se permettre. Les factures médicales des soins prénataux s'empilaient malgré son assurance d'employé de l'hôpital. Elle commença à vendre des choses, ses beaux vêtements de travail qui ne lui allaient plus, ses manuels de médecine, tout ce qui pouvait rapporter un peu d'argent. Sienna proposa d'aider financièrement, mais la fierté d'Alara ne le permit pas. Elle n'avait jamais accepté l'aumône. Elle ne le ferait jamais. Les bébés bougeaient constamment. De petits battements qui devinrent des coups, puis des acrobaties complètes qui la faisaient rire malgré tout. Elle leur parlait la nuit, allongée dans son lit, les mains sur son ventre, faisant des promesses qu'elle espérait pouvoir tenir. « Je ne sais pas ce que je fais », chuchotait-elle dans l'obscurité, « mais je vais essayer si fort. Je vais tellement vous aimer que vous n'en douterez jamais une seconde. Vous aurez tout ce que je n'ai pas eu. La sécurité. La stabilité. Une mère qui vous choisit chaque jour. » Elle pleurait parfois seule dans le noir, terrifiée et dépassée, mais le matin, elle se levait et continuait parce que c'est ce que faisaient les survivants. Le travail commença pendant un orage, tôt mais sans danger. Sienna la conduisit à l'hôpital où elle travaillait, lui tenant la main pendant les contractions alors que la pluie martelait les vitres. Marcher dans ces couloirs où elle portait habituellement une blouse d'autorité, maintenant en chemise d'hôpital et vulnérable, semblait surréaliste. L'accouchement fut long, douloureux, terrifiant et magnifique. 20 heures de travail qui la laissèrent épuisée et tremblante. Le personnel médical la traita avec un professionnalisme prudent, mais elle vit la pitié dans leurs yeux. Mère célibataire, pas de partenaire présent. Ils avaient déjà vu cette histoire. Finn arriva le premier, hurlant son indignation au monde. Léo suivit quelques minutes plus tard. Plus calme, mais tout aussi déterminé. 2 fils parfaits avec les yeux de leur père et l'entêtement de leur mère. Et Alara tomba amoureuse plus fort qu'elle ne le croyait possible. Ils sont magnifiques, souffla Sienna, les larmes coulant sur son visage. Alara les tenait tous les deux, un dans chaque bras, et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas les murs qu'elle avait construits, cela était toujours debout mais un nouvel espace. Vaste et terrifiant. Où l'amour vivait aux côtés de la peur. Je suis leur mère, dit-elle émerveillée, essayant les mots. Je suis la mère de quelqu'un. Tu es leur monde entier, corrigea Sienna. Les premiers mois furent de la survie pure. Nourrir, changer, calmer, dormir par tranches de 20 minutes. Ses économies fondirent jusqu'à rien. Son appartement semblait plus petit. Son corps lui faisait mal constamment. Elle essaya d'allaiter les 2 bébés, mais sa production n'était pas suffisante, alors elle compléta avec du lait en poudre qu'elle pouvait à peine s'offrir. Chaque couche, chaque boîte de lait, chaque petite dépense s'additionnait. Mais les garçons grandissaient, leur personnalité émergeant comme des fleurs poussant à travers le béton. Finn était sensible, observant le monde avec des yeux attentifs, sursautant facilement au bruit fort. Léo était audacieux, attrapant tout avec des mains intrépides, repoussant toujours les limites. Ils étaient complètement différents et totalement parfaits. Elle les aimait avec une férocité qui l'effrayait. Retourner au travail fut une agonie. Les laisser à la crèche avec des étrangers pendant qu'elle retournait aux consultations lui donnait l'impression de s'arracher la peau. Elle tirait son lait dans les placards à fournitures pendant les pauses. Elle rentrait précipitamment à l'heure du déjeuner pour vérifier qu'ils allaient bien. Elle existait dans un état constant d'épuisement et de culpabilité. « Tu ne peux pas tenir ce rythme », avertit Sienna. « Tu vas t'effondrer. Je n'ai pas le choix. Je dois travailler. Je dois subvenir à nos besoins. Peut-être que tu devrais essayer de le trouver. Le père. Il devrait t'aider. » Non. Le mot était définitif. Je n'ai pas besoin de lui. On va bien. Il n'allait pas bien. Mais l'admettre semblait être un aveu d'échec. Pendant ce temps, dans une ville de l'autre côté de l'océan, la vie de Jackson et il implosait au ralenti. La confrontation avec Vivian avait été spectaculaire. Elle avait trouvé des preuves de sa disparition pendant le mariage, des images de sécurité le montrant quittant la réception tôt, revenant à l'aube avec des vêtements froissés et une expression lointaine. Le mariage où leur famille s'attendait à ce qu'ils annoncent leur fiançailles. « Tu as couché avec quelqu'un » avait dit Vivian, la voix glaciale. Au mariage d'un ami de la famille, tu as couché avec une femme au hasard. Nous ne sommes pas ensemble, avait dit Jackson avec lassitude. Ces fiançailles que nos parents veulent ne sont pas réelles. Vivian, ça ne l'a jamais été.
C'était assez réel pour deux familles qui planifient cette alliance depuis des années. Elle sourit brusquement. Mais clairement, tu n'es pas prêt pour les responsabilités d'adulte. J'annule tout publiquement, avec les raisons. Bien. Dis-leur ce que tu veux. Oh, je le ferai. Je m'assurerai que tout le monde sache que Jackson Hale a choisi une aventure d'un soir plutôt que son avenir. Ça devrait faire bon effet dans les pages mondaines. Le scandale avait été immédiat. Les pages affaires spéculaient sur l'échec de la fusion Hale-Caldwell. Les chroniques mondaines chuchotaient. Son père, Preston Hale, le somma de rentrer avec une rage à peine contenue. Tu as embarrassé cette famille, dit Preston, debout derrière son bureau massif comme un juge prononçant une sentence. Tu as embarrassé notre nom pourquoi? Une fille? Je n'épouserai pas Vivian. Ni pour toi. Ni pour le business. Ni pour aucune raison. Alors tu feras tes preuves d'une autre manière. Le sourire de Preston était froid. La propriété de Bangkok est en faillite. Redresse-la en 18 mois, ou je te retire de la succession. Tu veux jeter tes responsabilités? Bien. Va les regagner. Peut-être que je ne veux pas de la succession. Peut-être que je ne veux rien de tout ça. Alors que veux-tu? Jackson pensa à une femme sur une terrasse à Monaco. À une conversation honnête et à de vrais rires. Et au sentiment d'être humain pour la première fois depuis des années. Mais il ne pouvait pas expliquer cela à son père, qui n'avait jamais rien compris qui ne puisse se mesurer en rapport trimestriel. Je ne sais pas, dit-il finalement. Mais ce n'est pas ça. Jackson s'était jeté dans le travail avec une concentration désespérée, essayant d'enterrer le souvenir d'une nuit parfaite avec une femme dont le toucher l'avait fait se sentir réel. Il se disait que c'était mieux ainsi, qu'elle avait eu raison. Certaines choses étaient parfaites parce qu'elles n'avaient pas de second chapitre. Il y croyait presque. Mais la nuit, seul dans des suites d'hôtels à travers le monde, il pensait à son rire, à son honnêteté, à la façon dont elle avait vu à travers chaque mur qu'il avait construit sans sourciller. Il avait essayé de la retrouver par le lieu du mariage, par l'entreprise de Siena, par toutes les connexions qu'il avait. Mais elle s'était volatilisée comme de la fumée. Et peut-être que c'était pour le mieux. Il pensait à elle et se demandait si elle pensait parfois à lui. 3000 kilomètres les séparaient. Aucun des deux ne sachant pour les jumeaux dormant dans un appartement exigu de Chicago, ils essayaient tous deux d'oublier ce qui ne pouvait être oublié. Chapitre 3. 3 ans de silence. Finn dessinait des couchers de soleil en violet et or tandis que Léo construisait des tours qui défiaient la physique et la gravité. Et Alara regardait ses fils avec ce genre d'amour épuisé qui lui faisait physiquement mal à la poitrine. Ils étaient tout. Des tornades d'énergie qui transformaient son petit appartement en un royaume de forts en couverture et de chefs-d'œuvre au crayon. Finn passait des heures à dessiner des images complexes de familles se tenant la main, demandant toujours pourquoi leur famille n'avait que 3 personnes alors que son ami Ava en avait 5. Léo escaladait les meubles avec une détermination intrépide, donnant à Alara des crises cardiaques quotidiennes. « Maman, pourquoi on n'a pas de papa ?» demanda Léo un matin, de manière factuelle, tout en enfournant des céréales dans sa bouche. Les mains d'Alara se figèrent sur la cafetière. Elle savait que cette question viendrait, elle avait préparé des réponses. Mais rien ne semblait adéquat. « Vous avez un papa ?» dit-elle prudemment. « Il ne vit juste pas avec nous. » Et pourquoi pas? Parce que parfois les familles sont différentes. Certaines ont des mamans et des papas ensemble. Certaines ont juste des mamans. Certaines ont 2 papas. Certaines ont des grands-parents. La nôtre, c'est moi et vous deux. Et c'est parfait. Finn leva les yeux de son dessin. Ava dit que son papa l'emmène au parc. La culpabilité était un couteau entre ses côtes. Je vous emmène au parc. Je sais. Mais Ava a un papa et une maman. Eh bien, Ava n'a probablement pas une maman qui peut opérer pour réparer le cœur des gens, dit Alara d'un ton léger en ébouriffant ses cheveux. C'est plutôt cool, non? Je suppose, dit Finn, peu convaincu. Elle était retournée au travail quand les garçons avaient 6 mois, jonglant entre la garde d'enfants via Siena, les voisins et une crèche qu'elle pouvait à peine payer. Le numéro d'équilibriste était sans fin, courant de l'hôpital pour les récupérer, manquant des chirurgies importantes parce que Léo avait de la fièvre, regardant sa carrière plafonner pendant que d'autres chirurgiens avançaient. Mais les garçons s'épanouissaient, devenaient plus grands, plus courageux et plus eux-mêmes chaque jour. Les dessins de Finn couvraient son frigo.
Le rire de Léo remplissait l'appartement. Ils étaient heureux et elle se disait que c'était suffisant. Puis Sienna appela un mardi après-midi, sa voix étrange. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ne pose pas de questions. Dis juste oui. » L'entreprise de Marcus a été rachetée. Le nouveau propriétaire organise un gala ce week-end. J'ai besoin que tu sois là. S'il te plaît. Je n'ai pas de babysitter. Je n'ai pas de robe. Je garderai les garçons. Non, attends, j'ai quelqu'un pour les garçons. Je t'apporterai une robe. S'il te plaît. J'ai besoin de soutien moral. Quelque chose dans la voix de son ami fit accepter Alara. Malgré chaque instinct hurlant que les galas n'étaient pas son monde, qu'elle n'avait pas sa place dans les salles de bal avec des fontaines de champagne et des gens qui parlaient de résidences secondaires comme s'ils discutaient de la météo. La robe que Sienna apporta était magnifique, un bordeaux profond qui faisait briller sa peau, et Alara se sentait comme une usurpatrice en la portant, comme une petite fille jouant à se déguiser dans le placard de sa mère. Sauf qu'elle n'avait jamais eu de mère à qui voler des vêtements. « Tu es sublime, » dit Sienna, la voix bizarrement tendue. « Tu vas bien ? » ?»« Ça va. Juste nerveuse à propos de la nouvelle direction. Tout change. » La salle de bal était exactement ce à quoi Alara s'attendait. Des lustres scintillants, des serveurs avec du champagne, des gens dans des vêtements qui coûtaient plus que son loyer mensuel. Elle resta proche de Sienna, serrant un verre de vin qu'elle ne buvait pas, comptant les minutes jusqu'à ce qu'elle puisse poliment partir. Elle pensait à ses fils à la maison, donnant probablement du fil à retordre à la babysitter, et sourit malgré elle. Ce n'était pas son monde. Son monde était fait de dessins au crayon, d'histoires du soir et de l'épuisement sacré d'aimer deux petits humains avec tout ce qu'elle avait. Puis une voix retentit dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Jackson Hale. » La salle éclata en applaudissements polis. Alara jeta un coup d'œil vers la scène sans grand intérêt, puis se figea lorsqu'un homme entra dans la lumière. Tout s'arrêta. Son cœur, son souffle, la rotation de la terre. Jackson se tenait au pupitre dans un costume parfaitement taillé, plus vieux que dans ses souvenirs, mais indéniablement lui. Les mêmes yeux, la même bouche qui avait chuchoté son nom dans l'obscurité, le même homme qui lui avait donné une nuit parfaite et deux fils parfaits, puis avait disparu dans la mémoire. Il parlait de vision, de croissance et de quelque chose sur l'hospitalité, mais Alara ne pouvait rien entendre par-dessus le bourdonnement dans ses oreilles. Ce n'était pas possible. C'était Monaco et la réalité qui entraient en collision, et elle avait l'impression de tomber sans bouger. Leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée. Il s'arrêta au milieu de sa phrase, cessa littéralement de parler, la bouche encore ouverte, la fixant comme si elle était un fantôme. Le silence s'étira, gênant et long, avant qu'il ne se reprenne, trébuchant à travers le reste de son discours tandis que ses yeux ne cessaient de la retrouver. Alara ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas penser, pouvait à peine respirer. Quand le discours se termina et qu'il descendit de scène, Sienna attrapa son bras fermement. « Tu savais » chuchota Alara. « Je m'en doutais. Quand j'ai entendu le nom Hale, j'ai pensé que peut-être. Mais je n'étais pas sûr. Je suis désolé, j'aurais dû te prévenir. Mais je pensais. Je dois partir. » Mais Jackson avançait déjà à travers la foule vers elle, avec une détermination inébranlable, et les gens regardaient, sentant le drame avec l'instinct des requins sentant le sang. Il s'arrêta à 2 pas, assez près pour qu'elle puisse voir qu'il avait à peine vieilli. Que Monaco n'avait pas été un rêve, mais un souvenir fait chair. « Alara » dit-il, et son nom dans sa bouche après 3 ans ressemblait à une trahison et un retour à la maison à la fois. « Non » dit-elle doucement. « S'il te plaît. On peut parler ? Juste 5 minutes. » Elle le regarda vraiment, et vit le désespoir et l'espoir, et quelque chose qui ressemblait à de la nostalgie. Elle vit l'homme qui l'avait fait rire jusqu'aux larmes, qui avait compris ce que signifiait être piégé par sa propre vie. Elle vit le père de ses enfants qui ne savait pas qu'ils existaient. Elle le gifla violemment, la paume ouverte à travers le visage, le claquement résonnant dans le silence soudain. « C'est pour m'avoir fait croire en quelque chose de beau. Et pour avoir disparu ensuite, » dit-elle, la voix tremblante. Puis elle sortit, la tête haute, le cœur en miettes, le laissant debout au milieu de son propre gala avec la marque rouge d'une main fleurissant sur sa joue. Elle atteignit le parking avant que les larmes ne viennent, avant que la rage, le soulagement et la terreur ne s'abattent sur elle par vagues. Sienna courut après elle.
Attends. C'est leur père, dit Alara, les mots s'arrachant d'elle. Jackson est le père de Finn et Léo, et ce n'est pas juste un type au hasard. C'est un milliardaire. Il pourrait les prendre. Il pourrait prendre mes garçons. Il ne ferait pas ça. Tu n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne sais rien, sauf que je viens de trouver le père de mes fils, qu'il vit dans un monde complètement différent, et que ça va tout détruire. Derrière elle, des bruits de pas de Jackson fit irruption par les portes de la salle de bal, l'air hagard et désespéré. Alara, s'il te plaît. J'ai besoin de comprendre. Tu es père, dit-elle en se tournant pour lui faire face. Félicitations. Tu as des fils jumeaux, Finn et Léo. Ils ont 3 ans, et ils te ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et ils demandent pourquoi ils n'ont pas de papa comme les autres enfants. La couleur quitta son visage. Quoi? Monaco. Cette nuit-là. Tu m'as laissé enceinte. Jackson, je ne savais pas comment te trouver. Je ne connaissais pas ton nom de famille ni rien au-delà de Jackson, qui m'a fait me sentir humaine pour une nuit et a ensuite disparu. Je t'ai cherché, dit-il d'une voix rauque. Après cette nuit, j'ai essayé de te trouver, j'ai demandé à tout le monde au mariage, mais personne ne savait qui tu étais. Tu étais juste l'amie de Sienna venue d'Amérique, et elle était déjà partie en lune de miel. Je n'avais aucun moyen. Eh bien, maintenant tu sais. Tu as des fils, et je les ai élevés seuls pendant 3 ans pendant que tu bâtissais des empires. Alors, félicitations pour ta contribution génétique. Sa voix était acide et pleine d'agonie. On va bien sans toi. On a toujours été bien sans toi. Alara. Ne me suis pas. Ne me contacte pas. On n'a pas besoin de toi. Elle monta dans la voiture de Sienna et démarra, le laissant debout dans le parking. Et elle ne regarda pas en arrière, même si chaque instinct hurlait de faire demi-tour. Quand elle rentra, Finn et Léo dormaient sur le canapé, emmêlés l'un dans l'autre comme ils dormaient toujours. Elle resta à les regarder respirer, ces humains parfaits et magnifiques qu'elle avait fait avec un étranger qu'elle avait aimé pour une nuit. Et elle sut avec une certitude qui ressemblait à une condamnation que plus rien ne serait jamais simple. Chapitre 4, le siège. Jackson apparut sur son pas de porte le lendemain matin, tenant du café et ayant l'air de ne pas avoir dormi, ce qui procura à Alara une satisfaction sauvage car elle n'avait pas dormi non plus. « Va-t'en » dit-elle à travers l'entrebâillement de la chaîne de sécurité. « J'ai besoin de te parler. S'il te plaît. Il n'y a rien à dire. J'ai des fils jumeaux dont j'ignorais l'existence. Il y a tout à dire. » Sa voix se brisa. « Alara, s'il te plaît. Je ne suis pas là pour prendre quoi que ce soit. J'ai juste besoin de comprendre. » Contre tout instinct protecteur, elle ouvrit la porte. Il entra dans son petit appartement, et elle le regarda observer l'espace, les meubles usés, les jouets éparpillés partout, les dessins au crayon scotchés sur chaque surface, la vie qu'elle avait construite en son absence. Ses yeux s'attardèrent sur un dessin de 3 bonshommes allumettes étiquetés maman, Finn, Léo. Pas de 4e personnage. Pas de papa. Ils dorment encore, dit-elle sèchement. Tu as 10 minutes. Il s'assit sur son canapé d'occasion comme s'il risquait de s'effondrer sous lui. Dis-moi tout. La grossesse. La naissance. Leur vie. Je veux savoir tout ce que j'ai manqué. Tu veux 3 ans résumés en 10 minutes? Je veux tout ce que tu voudras bien me donner. Alors elle lui raconta la grossesse brutale, l'accouchement terrifiant et les nuits sans fin de biberon. Elle lui parla du premier mot de Finn, maman, et des premiers pas intrépides de Léo depuis le canapé. Elle lui parla des genoux écorchés, des peurs de fièvre et du jour où Finn avait fait son premier dessin reconnaissable. Elle lui parla des coûts de la crèche qui consommait la moitié de son salaire et des dépenses de lait en poudre qui la faisaient pleurer dans les allées du supermarché. Elle lui raconta tout et regarda son visage passer par le chagrin, l'émerveillement et la dévastation. « J'aurais dû être là, dit-il finalement. Mais tu n'y étais pas parce que je ne savais pas. Si j'avais su. Tu aurais fait quoi? Débarquer avec tes milliards et rendu tout magiquement meilleur. » Elle rit amèrement. Je n'avais pas besoin d'être sauvé, Jackson. J'avais besoin d'un partenaire. J'avais besoin de quelqu'un pour tenir Léo quand j'étais couverte du vomi de Finn. J'avais besoin de quelqu'un pour me dire que je n'échouais pas quand je ne pouvais pas payer la belle crèche. J'avais besoin de quelqu'un à 3 heures du matin, dans le noir,
quand j'étais si fatigué que je ne me souvenais plus de mon propre nom. J'avais besoin de quelqu'un pour me dire que je m'en sortais bien quand tout semblait impossible. Laisse-moi être ça maintenant. Tu ne peux pas racheter le temps. Je sais, dit-il en se penchant en avant, désespéré. Mais je peux être là à l'avenir. Je peux te soutenir. T'aider. Être leur père. Ils ne te connaissent pas. Tu es un étranger. Alors laisse-moi arrêter d'être un étranger. Avant qu'elle ne puisse répondre, une petite voix retentit depuis le couloir. Maman? Finn se tenait là dans son pyjama dinosaure, frottant le sommeil de ses yeux, fixant l'homme étrange sur leur canapé avec de grands yeux prudents. Le cœur d'Alara s'arrêta. Et bébé, tu es levé tôt. C'est qui? La question pesa lourd. Jackson la regarda, demandant silencieusement la permission, et Alara réalisa que c'était le moment. L'avant et l'après. Quoi qu'elle dise ensuite changerait tout. C'est Jackson, dit-elle prudemment. C'est quelqu'un que maman connaissait autrefois. Léo apparut alors, plus audacieux, marchant droit vers Jackson avec des yeux méfiants. Pourquoi tu es là? Je suis venu vous rencontrer, dit Jackson, la voix instable. Si vous êtes d'accord. C'est toi mon papa? Les mots furent une bombe dans l'appartement silencieux. Alara ouvrit la bouche pour détourner la conversation, mais Jackson parla le premier. Oui, dit-il simplement. Je le suis. Et je sais que c'est déroutant parce que je n'ai pas été là. Mais j'aimerais vraiment vous connaître tous les deux. Si vous me le permettez. Finn se cacha derrière les jambes d'Alara. Léo croisa les bras, miniature et féroce. Pourquoi t'étais pas là avant? Exigea Léo. Parce que je ne savais pas pour vous. Et c'est ma faute. Pas celle de votre maman. J'aurais dû la trouver. J'aurais dû chercher plus fort. Mais je suis là maintenant. Et je ne vais nulle part. Les promesses sont faciles, dit Alara froidement. Les yeux de Jackson rencontrèrent les siens. Alors laisse-moi prouver que je suis sérieux. Les semaines suivantes furent une guerre déguisée en négociation. Jackson se montrait constamment à l'appartement, à l'hôpital, à la sortie de la crèche des garçons. Il envoyait des offres de soutien par l'intermédiaire d'avocats qu'Alara déchirait, envoyait des cadeaux pour les garçons qu'elle renvoyait. Sa fierté était de fer et sa persévérance était de titane. Et aucun des deux ne voulait plier. Un jour particulièrement difficile, il arriva avec un nouveau siège auto pour sa vieille voiture. « Je ne veux pas de ta charité, dit-elle. Ce n'est pas de la charité. C'est la sécurité de nos fils. Ton siège auto est périmé. Je sais ce qu'est mon siège auto. J'ai géré leur sécurité très bien jusqu'ici. Je ne dis pas le contraire. Je dis que tu n'as plus à tout gérer seul. J'ai été seul pendant 3 ans. J'ai l'habitude. On va perdre cette habitude. Je ne bougerai pas. » Elle voulut lui claquer la porte au nez. Mais Finn avait vu le nouveau siège auto et était excité par les couleurs vives. Elle le prit, détestant en avoir besoin. Détestant encore plus qu'il ait raison. « Tu es têtu, » dit Sienna lors d'un de leurs appels épuisés tard le soir. « Je suis protectrice. Tu as peur. Tu m'étonnes que j'ai peur. Il pourrait les prendre, Sienna. Il a des ressources illimitées et j'ai un appartement exigu et des prêts étudiants. Il pourrait me dépeindre comme instable, inapte, et prendre mes bébés. Tu penses vraiment qu'il ferait ça? Alara voulait dire oui. Voulait croire au pire parce que c'était plus sûr que d'espérer. Mais elle avait vu son visage quand il regardait Finn et Léo. Vu l'émerveillement, le chagrin et l'amour désespéré d'un homme rencontrant ses enfants pour la première fois. Je ne sais pas, chuchota T.L. Et ça me terrifie. Finalement, épuisée et à bout de nerfs, elle accepta des visites surveillées. Il pouvait voir les garçons 2 fois par semaine, de courtes sessions, toujours en sa présence. Les règles étaient rigides et non négociables. Lors de la première vraie visite, Jackson s'assit sur son sol, entouré de petites voitures et de cubes, semblant complètement déplacé dans son costume coûteux. Finn s'approcha lentement, lui offrant un crayon et du papier. « Tu sais dessiner ?» demanda Finn. « Pas très bien, » admit Jackson. « C'est pas grave. Je vais t'apprendre. » Ils s'assirent côte à côte, Finn expliquant pourquoi le ciel devait être violet et les montagnes à l'envers. Jackson suivit les instructions sérieusement, son dessin terrible faisant pouffer Finn. Léo fut plus difficile,
maintenant sa distance méfiante, tirant des questions comme des munitions. Pourquoi t'étais pas là quand on était bébé? T'habites où? T'as d'autres enfants que tu aimes mieux. Pourquoi maman pleure parfois? Cette dernière question coupa le souffle d'Alara. Elle n'avait pas réalisé que Léo avait remarqué. Jackson répondit à chaque question honnêtement, ne déviant jamais, ne cherchant jamais d'excuses. J'habite loin. Je n'ai pas d'autres enfants. Et je ne pourrai jamais aimer quelqu'un mieux que toi et ton frère parce que vous êtes les personnes les plus importantes au monde pour moi. Même si on vient de se rencontrer? Ça n'a pas de sens, dit Léo. L'amour n'a pas toujours de sens. Est-ce que tu aimes maman? La question resta suspendue dans l'air. Les yeux de Jackson trouvèrent ceux d'Alara à travers la pièce. Je tiens beaucoup à votre maman, dit-il prudemment. C'est la personne la plus forte que je connaisse. Léo considéra cela. Elle est forte. Elle m'a porté quand j'étais malade et que j'ai vomi sur elle et elle s'est même pas fâchée. C'est parce qu'elle vous aime plus que tout. Est-ce que tu nous aimes plus que tout? J'apprends aussi, et j'espère qu'un jour vous me laisserez le prouver. Quelque chose dans la poitrine d'Alara se fissura en le regardant essayer, en le regardant assis en tailleur sur son tapis usé, apprenant à connaître ses fils une question prudente à la fois. Il était patient quand Léo le testait, d'où quand Finn lui montrait des dessins, présents d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'argent et tout à voir avec le fait d'être là. À la fin de la visite, Finn s'était endormi contre l'épaule de Jackson et Léo expliquait les règles complexes de son jeu inventé. Jackson regarda Alara avec des larmes dans les yeux. Merci, dit-il doucement, de me laisser les connaître. De les avoir élevés pour devenir ces humains incroyables. Ne me fais pas regretter ça, répondit-elle, mais les contours de sa voix s'étaient adoucis. Après son départ, elle trouva une enveloppe sur son comptoir. À l'intérieur, un chèque avec plus de 0 qu'elle ne pouvait traiter et un mot, je n'essaie pas d'acheter quoi que ce soit. J'essaie juste d'aider à porter ce que tu as porté seul. S'il te plaît, laisse-moi faire. Elle aurait dû le déchirer, aurait dû le renvoyer avec un message cinglant sur la fierté et l'indépendance. Au lieu de cela, elle regarda la pile de factures sur son comptoir, les avis de retard de la crèche, la facture d'électricité menaçant de coupure, la réalité d'élever des jumeaux avec un seul revenu. Elle pensa à Finn qui avait besoin de nouvelles chaussures parce que ses orteils étaient à l'étroit, aux médicaments contre l'asthme de Léo que l'assurance ne couvrait que partiellement, à la fuite dans son plafond que son propriétaire refusait de réparer. Elle encaissa le chèque et se détesta un peu pour cela, mais elle nourrit ses fils ce soir-là sans compter les centimes, et cela devait bien valoir quelque chose. Chapitre 5, l'arrangement. La routine s'installa lentement, prudemment, comme un château de cartes dans une tempête. Les mardis et jeudis soirs, Jackson arrivait à 6 heures avec des plats à emporter et des histoires de sa journée. Il jouait avec les garçons, aidait pour le bain, lisait des histoires du soir d'une voix qui faisait même s'arrêter Alara pour écouter depuis la cuisine. Finn s'épanouissait sous cette attention. Il apportait ses dessins à Jackson, expliquant les ciels violets et les maisons avec trop de fenêtres. Jackson étudiait chacun sérieusement, posant des questions sur les couleurs et les sentiments, traitant l'art de Finn comme si cela comptait. Léo restait sceptique, mais se réchauffait lentement. Il testait Jackson constamment, lui demandant de réparer des jouets cassés, d'expliquer pourquoi les oiseaux volaient, de faire la course à travers le petit appartement. Jackson passait chaque test en essayant, même quand il échouait. « Ton papa est bizarre », annonça Léo un soir. « Comment ça » demanda Alara en pliant le linge. « Il sait rien. Genre, il savait pas comment faire un fort en oreiller ou qu'on peut pas mélanger les blocs rouges avec les bleus parce que c'est des ennemis. Peut-être que tu peux lui apprendre. » Léo considéra cela. Ouais, il est assez bête sur les trucs importants, mais il apprend de Léo. C'était un grand éloge. Mais en dehors de leur petite bulle, le monde se refermait. Un photographe surprit Jackson quittant son immeuble, et soudain sa vie privée devint propriété publique. Les gros titres hurlaient à propos de la « famille secrète des Hale ». Les paparazzi campaient devant son immeuble. D'autres parents à la crèche chuchotaient et la dévisageaient. Le superviseur d'Alara la convoqua dans son bureau, l'air mal à l'aise. « L'attention médiatique devient perturbatrice, dit-il prudemment. Peut-être pourriez-vous demander à Monsieur Hale d'être plus discret. Je ne peux pas contrôler les médias. Non, mais vous pourriez accepter son aide pour gérer cela. La sécurité. Peut-être une résidence plus privée. L'implication était claire, réglez ça ou on le réglera pour vous.
Alara quitta son bureau tremblante de rage et de honte. Ce soir-là, Jackson arriva pour trouver l'entrée de son appartement bloqué par des photographes. Il avait dû se frayer un chemin à travers eux, protégeant son visage, et il avait l'air furieux quand elle le laissa entrer. « C'est inacceptable, dit-il. Tu penses que j'aime être un spectacle? Laisse-moi aider. Je peux mettre de la sécurité, te trouver un endroit avec plus d'intimité, rendre ça plus facile. Et je ne veux pas de « plus facile ». Je veux récupérer ma vie. Ton ancienne vie est partie, Alara, que ça nous plaise ou non. Les médias savent pour nous maintenant. On peut gérer ça de manière réactive ou proactive. Ne me gère pas comme si j'étais l'une de tes propriétés. Ils se disputaient en chuchotements tranchants, essayant de ne pas réveiller les garçons, quand Finn apparut dans l'embrasure de la porte en pleurant. Les enfants à l'école disent que je suis célèbre, sanglota Théil. Ils disent qu'on est riche et que je mens quand je dis qu'on vit dans un petit appartement. Ils sont méchants. Alara le serra contre elle, alors que la culpabilité et la rage s'affrontaient dans sa poitrine. C'était ce qu'elle craignait. Ses fils payant le prix d'exister dans le monde de Jackson. Je vais régler ça, dit-elle. Voici la traduction du texte en français, adapté dans un style littéraire et fluide, style romanesque, en respectant les nuances émotionnelles et le rythme du récit. Demain, nous aurons de nouveaux arguments, déclara fermement Jackson. Elle voulait riposter. Mais Finn pleurait contre son épaule. Et Léo s'était réveillé, confus. Elle était si fatiguée de tout porter seule. D'accord, dit-elle. Mais on garde cet appartement. Je ne te laisserai pas effacer ma vie. Je n'essaie rien d'effacer. J'essaie de protéger nos fils. Le lendemain, il engagea une sécurité privée et inscrivit les garçons dans une autre école, un établissement habitué aux familles de haut profil où la présence de garde du corps n'était pas inhabituelle. Il remboursa ses prêts étudiants sans demander son avis. Il régla les problèmes avec de l'argent, car c'était la seule méthode qu'il connaissait. Et Alara détestait que cela aide, détestait le fait que le soulagement de ne plus compter chaque centime lui donne l'impression de se perdre elle-même, détestait qu'accepter son aide revienne à admettre qu'il avait raison, elle avait besoin d'être sauvée. Puis Vivienne Caldwell apparut à la télévision, parfaitement coiffée et préparée, annonçant qu'elle et Jackson se réconciliaient. Tout le monde mérite une seconde chance, déclara Vivienne à l'intervieweur avec un sourire gracieux. Oui, il a des enfants d'une précédente relation, mais aimer signifie accepter l'autre tout entier. J'ai hâte de faire partie de leur vie. Et Lara regardait depuis la salle de pause de l'hôpital, son café refroidissant entre ses mains, avec l'impression d'avoir reçu une gifle. Une précédente relation. Comme si Monaco n'avait été qu'une longue liaison banale au lieu d'une seule nuit, comme si elle appartenait au passé au lieu d'être la mère de ses enfants. Son téléphone explosa d'appels de Jackson qu'elle ignora. Il se présenta à l'hôpital, mais elle refusa de le voir. Il vint à son appartement, mais elle ne le laissa pas franchir le seuil. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit-il à travers l'entrebâillement de la chaîne de sécurité. « Je pense que c'est exactement ce que je crois. Tu retournes à ta vraie vie et nous sommes la complication que tu gères. » C'est faux. Alors pourquoi ton ex-fiancée parle-t-elle de seconde chance à la télévision? Silence. Un silence accablant. Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît. Pas ici. Pas comme ça. Les garçons dorment. Tu as perdu ton droit de visite pour aujourd'hui. Rentre chez toi, Jackson. Rentre dans ton vrai monde. Elle referma la porte sur ses protestations, puis se laissa glisser au sol pour pleurer, non pas parce qu'elle l'aimait et elle le connaissait à peine mais parce que, l'espace d'un instant, elle avait commencé à croire qu'il pouvait construire quelque chose de réel. Stupide. Si stupide. Son téléphone vibra. Un message de Sienna, mais la chaîne 7. Maintenant. Et Lara saisit la télécommande d'une main tremblante. Le journal du soir couvrait une conférence de presse. Preston Hale se tenait à un pupitre, cheveux argentés et allure impérieuse, annonçant que son fils renouait avec Vivienne Caldwell et que la famille se réjouissait de cette évolution. Et concernant les enfants, ajouta Preston d'une voix onctueuse, nous sommes impatients de les accueillir dans la famille, dans la mesure de ce qui sera approprié. Dans la mesure de ce qui sera approprié. Comme si Finn et Léo étaient des arrangements commerciaux et non des êtres humains. Le téléphone sonna. Encore Jackson. Cette fois, elle répondit. Je ne savais pas qu'il allait faire ça, dit-il immédiatement.
Je te le jure. Je n'en avais aucune idée. Dans la mesure de ce qui sera approprié. Sa voix était glaciale. Ton père vient de dire que mes fils sont les bienvenus dans votre famille sous condition. Mes fils. Jackson, tes fils. Je sais. Je m'en occupe. En retournant vers Vivienne? En laissant ton père dicter les termes? En s'assurant que nous connaissions notre place? Ce n'est pas ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que de là où je suis, je te vois choisir ta vie d'avant, et nous ne sommes que la complication désordonnée que tu essaies de contenir. Et Lara, donne-moi du temps pour arranger ça. Du temps? Elle eut un rire cassant et amer. Je t'ai donné 3 ans, Jackson. J'ai élevé nos fils pendant que tu bâtissais des empires. Je ne te dois rien. Et surtout pas de la patience. Et Lara. Décide ce que tu veux vraiment. Alors, peut-être qu'on parlera. D'ici là, visite supervisée uniquement. Organisée par avocat. Plus de visites à l'improviste. Fini de jouer au papa et à la maman. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est toi qui as fait ça. Toi, ton père et ta parfaite Vivienne. Je ne fais que protéger ce qui est à moi. Elle raccrocha, bloqua son numéro et alla voir ses fils endormis. Ils avaient l'air paisibles, inconscients que leur père choisissait une autre femme plutôt qu'eux avant même de les connaître vraiment. Finn remua lorsqu'elle ajusta sa couverture. « Papa vient demain » murmura-t-il, à moitié endormi. « Je ne sais pas, mon bébé, chuchota T.L. Je ne sais pas. » Elle resta dans l'encadrement de la porte, les regardant respirer. Ces garçons parfaits qui méritaient mieux qu'un père incapable de les choisir. Qui méritait mieux qu'une mère assez stupide pour croire aux contes de fées. Dehors, les photographes attendaient toujours. À l'intérieur, son cœur se brisait en silence. Et quelque part dans son propre luxe, Jackson et il devaient décider ce qui comptait le plus, l'approbation de son père ou l'amour de ses fils. Et Lara savait déjà ce qu'il choisirait. Tout le monde choisissait toujours la voie de la facilité. Chapitre 6, le choix. Le bureau de Preston et il occupait le dernier étage d'un immeuble qui frôlait les nuages, tout en acier et en verre. C'était le genre de richesse intimidante qui donnait aux gens normaux l'impression d'être minuscules. Jackson était assis face au bureau massif de son père, se sentant comme un adolescent convoqué pour rendre des comptes plutôt que comme un homme adulte. Cette situation est devenue intenable, déclara Preston. Le mot dégoulinait de dégoût. Le cirque médiatique, les questions sur la légitimité, ton incapacité à gérer des affaires familiales basiques. Ce sont mes fils, pas une situation. Ce sont des complications qui auraient pu être gérées en privé si tu avais fait preuve d'un minimum de discrétion. Preston s'adossa dans son fauteuil en cuir, étudiant son fils comme une acquisition décevante. Vivienne a gracieusement offert de se réconcilier. Sa famille est prête à ignorer ton incartade. Le choix judicieux est évident. Le choix judicieux. Ce sont des enfants, pas des contrats d'affaires. Tout est un contrat d'affaires, Jackson. Plus tôt tu le comprendras, mieux ce sera. Preston sortit un dossier, le faisant glisser sur le bureau. Voici les termes. Tu te réconcilies avec Vivienne. Tu restaures la stabilité du nom de la famille. Les garçons reçoivent des fonds fiduciaires, une éducation, toutes les ressources dont ils ont besoin. Tout le monde gagne, sauf Lara. La mère n'a aucune importance. Elle sera généreusement compensée pour sa coopération. Jackson sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. C'était ce que son père avait toujours été. Calculateur, transactionnel, incapable de voir les gens autrement que comme des actifs ou des passifs. Et Jackson avait passé toute sa vie à essayer de gagner l'approbation de quelqu'un qui mesurait l'amour en marge bénéficiaire. Et si je dis non? Alors je gèle les comptes que tu contrôles actuellement. La propriété de Bangkok. L'expansion américaine. Tout s'arrête. Tu veux être père? Très bien. Fais-le sans les ressources de la famille. On verra combien de temps tes principes tiendront quand tu ne pourras pas te payer d'avocat pour te battre pour la garde. La menace pesait lourd. Jackson pouvait combattre son père et tout perdre, ce qui le laisserait impuissant pour aider Lara et les garçons. Ou il pouvait jouer le jeu, assurer leur avenir, et sacrifier sa propre chance de bonheur. J'ai besoin de temps pour réfléchir.
tu as 24 heures. Ensuite, j'avance avec ou sans toi. Jackson conduisit sans but par la suite, tournant en rond dans la ville, essayant de trouver de la clarté dans le mouvement. Il pensait aux dessins minutieux de Finn et aux questions suspicieuses de Léo. Il pensait à l'indépendance farouche d'Elara et au mur qu'elle avait construit pour survivre. Il pensait au fait qu'il tombait amoureux d'elle, de sa force et de son entêtement, et de la façon dont elle aimait leur fils de tout son être. Mais il pensait aussi à la menace de son père, aux batailles pour la garde où les ressources illimitées l'emportaient toujours, à Elara perdant les garçons parce que Jackson ne pouvait pas fournir la stabilité qu'elle avait construite seule. Il appela un vieil ami de la fac de droit, spécialisé dans les affaires familiales. « Sois franc avec moi, dit Jackson. Si mon père s'attaque à Elara pour la garde, quelles sont ses chances contre Preston et il et ses ressources illimitées? Pas bonnes. Son passé en famille d'accueil sera utilisé contre elle. Foyer monoparental. Revenus limités. Même avec ton soutien, un bon avocat pourrait la faire passer pour instable. Même si c'est une mère incroyable, le tribunal des affaires familiales ne cherche pas toujours à savoir qui est le meilleur parent. Il s'agit de savoir qui peut offrir le plus de stabilité, le plus de ressources, le plus d'opportunités. Ton père gagnerait, Jackson, et il le sait. Et si j'épouse Vivienne? Est-ce que cela protégerait Elara et les garçons? Si tu es marié et stable, ton père perd son levier. Il ne peut pas prétendre que les enfants ont besoin de son intervention si tu fournis une structure familiale traditionnelle. Cela protégerait effectivement les droits de garde du docteur Voss. L'appel se termina et Jackson se sentit malade. Chaque choix ressemblait à une trahison. Combattre son père et risquer qu'Elara perde les garçons. Se soumettre aux conditions de son père et perdre toute chance avec la femme qu'il aimait. Il resta assis dans sa voiture devant un parc où jouaient des enfants, observant des familles qui semblaient vivre cela sans effort, un père poussant sa fille sur une balançoire, une mère lassant la chaussure de son fils, des moments simples qu'il avait manqués avec Finn et Léo, des moments simples qu'il n'aurait peut-être jamais. Il se présenta à son appartement ce soir-là sans appeler d'abord, sachant qu'elle lui claquerait probablement la porte au nez. Elle ouvrit, l'air épuisé, sa blouse froissée par une longue garde, et son expression en le voyant fut soigneusement indifférente. « Les garçons dorment, dit-elle. Je suis venu te parler. Pas à eux. » Elle le laissa entrer à contre-cœur, et ils s'assirent dans son petit salon, entouré de restes de jouets et du chaos confortable de la vie d'enfant. « Mon père m'a posé un ultimatum, dit Jackson. Épouser Vivienne. Restaurer l'image de la famille, et il s'assurera que Finn et Léo aient tout. Si je refuse, il me coupe les vivres complètement. Et tu es là parce que tu veux ma bénédiction pour la choisir. » La voix d'Elara était amère. « Je suis là parce que je ne sais pas quel est le bon choix. » Il passa ses mains dans ses cheveux. « Si je le combats, je perds l'accès aux ressources, aux avocats, au soutien, à tout ce qui pourrait t'aider à te protéger, toi et les garçons. Si j'accepte, ils sont en sécurité. Fonds fiduciaires, éducation, une vie où ils ne s'inquiéteront jamais pour l'argent. Mais tu serais avec quelqu'un d'autre. » Oui. Elle rit, un rire tranchant et sans humour. « Tu veux que je te dise que c'est d'accord d'épouser une autre femme pour la sécurité financière de mes enfants? C'est beaucoup demandé. Jackson, je veux que tu m'aides à comprendre ce qui est le mieux pour eux. Ce qui est le mieux pour eux, c'est un père qui les choisit pleinement, pas un père qui calcule l'analyse coût-bénéfice de leur existence. » Elle se leva, les bras croisés autour d'elle-même. « Mais tu as toujours été calculateur, n'est-ce pas? C'est ce que ton monde enseigne. Comment mesurer la valeur, comment prendre des décisions stratégiques, comment sacrifier les parties compliquées pour celles qui sont rentables. Ce n'est pas juste. » Juste? Tu veux parler de justice? Sa voix monta. « Je les ai élevés seuls. J'ai manqué des opérations parce que Léo avait de la fièvre. J'ai fait des doubles gardes pour payer la crèche. J'ai construit une vie pour eux à partir de rien, et maintenant tu débarques avec tes milliards, tes complications et les ultimatums de ton père, et tu veux que je te facilite la tâche? Elara. Voici ce qui est facile, Jackson, pars. Épouse Vivienne. Mets en place tes fonds fiduciaires, paie ta pension et viens pour les fêtes comme un parent à temps partiel. C'est la solution propre. C'est ce que font les gens comme toi. Les gens comme moi? Les riches qui résolvent les problèmes avec de l'argent au lieu d'être présents, qui pensent que l'amour est transactionnel, qui... Sa voix se brisa, qui partent.
le mot resta suspendu entre eux, lourd de toutes ses blessures d'enfance, de tous les gens qu'il avait abandonnés au système de placement et de toutes les façons dont elle avait appris que les gens partaient quand les choses devenaient difficiles. « Je ne veux pas partir, dit-il doucement. Mais tu le feras. Parce que rester est désordonné et compliqué, et que ton père désapprouve. Parce que nous choisir signifie renoncer à ta vie parfaite. » Elle essuya ses larmes avec colère. « Alors vas-y, épouse Vivienne. Sois celui que ton père veut que tu sois. Finn et Léo survivront. Ils ont survécu sans toi jusqu'ici. Et si je voulais plus que de la survie? Pour eux, pour nous. Il n'y a pas de nous. Il y a à peine un toit pour eux. Nous avons passé une nuit ensemble il y a 3 ans, et nous avons 2 enfants. Ce n'est pas une fondation pour quoi que ce soit, à part la coparentalité. Il se leva, se rapprochant. Ça pourrait être plus, non? On dirait que quand les choses deviennent difficiles, tu cours vers ce qui est confortable. Vers Vivienne, l'approbation de ton père et la vie que tu comprends. J'essaie de te protéger. En me quittant? En choisissant quelqu'un d'autre? C'est ça, la protection? En m'assurant que mon père ne puisse pas te détruire au tribunal. En assurant à Finn et Léo des ressources quoi qu'il arrive entre nous. Sa voix était désespérée. J'ai parlé à un avocat aujourd'hui. Si mon père se bat pour la garde, tu perdras. Il a des ressources illimitées et des stratégies pour te faire passer pour inapte. Ton histoire en famille d'accueil, ton statut de mère célibataire, tes revenus limités. Il utilisera tout ça. Elle sentit le sang se retirer de son visage. Tu me menaces? Je te préviens. Mon père s'en prendra à eux si je ne me plie pas à ses exigences. Et il gagnera parce que le système favorise l'argent et le pouvoir. Il lui prit les mains. Mais si j'épouse Vivienne, il perd son levier. Tu gardes la garde parce que je suis dans une situation stable. Ça me protège en te sacrifiant toi. En épousant quelqu'un que tu n'aimes pas. En faisant le nécessaire. Mon avocat l'a confirmé. Si je suis marié et établi, mon père ne peut pas prétendre que les garçons ont besoin de son intervention. Ta garde est assurée. Je ne veux pas être en sécurité parce que tu es piégé dans un mariage sans amour. Alors que veux-tu? Parce que j'essaie de trouver une solution où tout le monde obtient quelque chose, même si personne n'obtient tout. Je veux que tu nous veuilles assez pour te battre. Pour renoncer à l'argent de ton père, à son approbation et à son empire. Pour nous choisir, même quand c'est dur, même quand ça te coûte tout. Elle se dégagea. Mais tu ne le feras pas. Alors arrêtons de prétendre que c'est autre chose que ce que c'est, un arrangement de garde avec des obligations financières. Et Lara. S'il te plaît, rentre chez toi, Jackson. Épouse Vivienne. Sécurise ton empire. Mais ne prétends pas que tu le fais pour nous. Il partit parce qu'il ne savait pas comment argumenter contre ces murs. Et elle referma la porte derrière lui doucement, au lieu de la claquer, ce qui, d'une certaine manière, faisait encore plus mal. Cette nuit-là, elle resta allongée dans son lit à fixer le plafond, pensant à l'homme qui l'avait fait se sentir humaine l'espace d'une nuit et qui la faisait maintenant se sentir sacrifiable. Elle pensait aux questions de Finn sur pourquoi leur famille était différente, et aux tests de Léo pour voir si son père resterait vraiment. Elle pensait à ce que Jackson avait dit sur les batailles pour la garde et les menaces juridiques. La peur était réelle, viscérale. Preston et il pouvait lui prendre ses enfants. Le système qui l'avait laissé tomber enfant pouvait la laisser tomber à nouveau en tant que mère. Peut-être que Jackson avait raison. Peut-être que son sacrifice était la seule façon de les protéger tous. Cette pensée la rendait malade. Son téléphone vibra. Un SMS de Jackson. Tu as raison sur tout. Je suis désolé. Puis un autre. Vivienne et moi annonçons nos fiançailles demain. J'aimerais être assez courageux pour choisir différemment. Elle lut les messages jusqu'à ce qu'ils deviennent flous, puis éteignit complètement son téléphone. Au matin, la nouvelle était partout. Jackson et les Vivienne Caldwell étaient officiellement fiancés. Les pages mondaines célébraient les retrouvailles. Preston publia une déclaration sur l'héritage familial et les choix appropriés. Et Lara alla travailler, rentra chez elle, nourrit ses fils, et fit semblant que son cœur n'était pas en train de se briser. « Papa vient aujourd'hui » demanda Finn. « Pas aujourd'hui, chérie. »« Pourquoi pas »
Parce que ton père a choisi son empire plutôt que nous, pensa TL. Parce que l'amour perd toujours face à l'argent dans son monde. Parce que j'ai été assez stupide pour croire que cette fois-ci serait différente. Il est occupé, dit-elle à la place. Mais il vous aime très fort. Elle espérait qu'au moins cette partie-là était vraie. Dehors, la ville scintillait des lumières de bâtiments qu'elle ne pourrait jamais se payer. À l'intérieur de son petit appartement, ses fils jouaient avec des jouets du magasin à $1. Et quelque part dans son pantouse de luxe, Jackson et il faisaient des plans pour épouser une femme qu'il n'aimait pas, tout en pensant à celle qu'il était en train de perdre. Si c'était ça, la protection, pensa amèrement Elara, cela ressemblait terriblement à un abandon. Chapitre 7, l'effondrement. Les photos de fiançailles étaient partout. Vivienne en haute couture. Jackson dans une perfection sur mesure. Tous deux souriant aux caméras avec cette aisance répétée qui venait d'une vie passée à jouer pour un public. Ils avaient l'air d'aller ensemble. Tout en vernis et en prestance, le genre de beauté qui existait dans les magazines plutôt que dans la vraie vie. Elara arrêta de regarder les sites d'actualité après le 3e jour. Mais ses collègues à l'hôpital chuchotaient assez fort pour qu'elle entende, pauvre docteur Voss. Quelle honte. Pensait-elle vraiment qu'un homme comme ça la choisirait? Elle gardait la tête haute et se concentrait sur la chirurgie, se perdant dans la précision des sutures et le rythme régulier des cœurs sous ses mains. Au moins, au bloc opératoire, elle avait le contrôle. Au moins là, elle savait exactement ce qui devait être réparé et comment le réparer. Les jumeaux remarquèrent immédiatement l'absence de leur père. Les dessins de films devinrent plus sombres, pleins de ciels orageux et de maisons aux fenêtres brisées. Léo devint turbulent à l'école, bousculant les autres enfants, refusant de suivre les règles. Quand l'enseignante la convoqua pour une réunion, Elara eut envie de hurler que ce n'était pas sa faute, qu'elle gérait tout très bien jusqu'à ce que Jackson déboule dans leur vie pour repartir aussitôt. Au lieu de cela, elle dit, nous traversons des changements familiaux. Je vais gérer ça. Elle gérait toujours tout. C'était ce qu'elle faisait. Jackson envoyait des paiements de soutien hebdomadaires et des cadeaux mensuels pour les garçons. Tout passait par des avocats, aucun contact personnel, aucune visite, aucun appel expliquant pourquoi il avait disparu après avoir promis de ne pas le faire. Juste de l'argent, comme si cela pouvait remplacer la présence. Elara déposait chaque chèque et sentait un morceau de sa dignité se fissurer à chaque fois. Sienna essayait de la convaincre de tendre la main, au moins pour laisser les garçons lui parler. Il a fait son choix, dit Elara d'un ton plat. Je le respecte. Tu punis les garçons pour le punir lui. Je les protège. Je les empêche de s'attacher à quelqu'un qui part. C'est leur père. La biologie ne fait pas de toi un parent. Être présent, si. Et il a arrêté d'être présent. 2 mois après les fiançailles, Elara travaillait de nuit quand son téléphone sonna, affichant un numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la poussa à décrocher. Ne raccroche pas. La voix de Jackson, rauque et désespérée. S'il te plaît, ne raccroche pas. Elle aurait dû le faire, aurait dû bloquer le numéro et retourner travailler. Au lieu de cela, elle entra dans un placard à fournitures vides pour avoir de l'intimité. Qu'est-ce que tu veux? T'expliquer. Te dire la vérité. Il s'arrêta, respirant difficilement. J'ai besoin de te voir. Pas à ton appartement. Quelque part de neutre. S'il te plaît. Pourquoi accepterais-je? Parce que je me noie et que tu es la seule personne qui pourrait comprendre. L'aveu la prit au dépourvu. Elle pensa à raccrocher malgré tout, à se protéger, elle et ses fils, d'une nouvelle déception, mais elle entendit quelque chose dans sa voix qui ressemblait à l'homme de Monaco, brisé, honnête et cherchant quelque chose de réel. Il y a un café sur Maple Street. Demain à midi. Tu as 15 minutes. Merci. Elle raccrocha, se sentant stupide et pleine d'espoir à la fois. Le café était un choix délibéré, assez public pour qu'il ne puisse pas faire de scène, assez privé pour des conversations difficiles. Elle arriva la première, commandant un café noir qu'elle ne but pas, surveillant la porte comme si elle allait exploser. Jackson entra, l'air d'un enfer, mais un enfer coûteux. Son costume coûtait probablement plus que son loyer mensuel, mais c'était définitivement l'enfer. Des cernes sous les yeux, une perte de poids sur un cadre déjà mince, le genre d'épuisement qui venait de ne pas dormir, ne pas manger, ne rien faire.
Il s'assit en face d'elle sans commander, les mains serrées autour du vide. Tu as l'air horrible, dit-elle. Je me sens pire que ça. Il croisa son regard et elle y vit du désespoir. Ces fiançailles sont un cauchemar. Vivienne calcule tout. Où nous sommes photographiés, ce que je porte, ce que je dis. Mon père planifie le mariage comme une fusion, parce que pour lui, c'est ce que c'est. Et j'étouffe. Tu as choisi ça. J'ai mal choisi. Sa voix se brisa. Je pensais vous protéger, toi et les garçons, en sécurisant les ressources. Je pensais qu'être pragmatique, c'était être responsable. Mais je n'ai presque pas dormi depuis les fiançailles parce que chaque fois que je ferme les yeux, je vois les dessins de Finn et les questions de Léo, et ton visage quand je t'ai dit que j'en épousais une autre. Jackson. Je suis amoureux de toi, dit-il. Les mots se bousculaient. Je suis amoureux de toi depuis Monaco, quand tu m'as raconté comment tu t'étais construite à partir de rien. Et j'ai réalisé que tu étais la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Et je suis amoureux de nos fils, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils deviennent. Et je suis fiancé à une femme que je n'aime pas parce que je suis un lâche qui pensait être pragmatique. La poitrine d'Elara lui faisait mal. Tu ne peux pas dire des choses pareilles alors que tu portes encore sa bague. Je sais. Tu ne peux pas me dire que tu nous aimes tout en planifiant un mariage avec quelqu'un d'autre. Je sais. Alors pourquoi es-tu ici? Il la regarda avec des yeux rougis. Parce que j'avais besoin que tu saches la vérité avant que tout ne s'effondre. Parce que tu mérites l'honnêteté, même quand elle est laide. Parce que... Il s'arrêta, déglutissant difficilement. Parce que Vivienne est enceinte. Ou dit qu'elle l'est. Et je ne sais pas quoi faire. Le monde bascula. Elara agrippa sa tasse de café pour ne pas tomber. Enceinte? Répéta-t-elle, engourdie. Elle l'a annoncé la semaine dernière à mon père d'abord. Puis à moi. Elle dit que nous avons conçu juste après la réconciliation. Son rire était amer. Ce qui est fascinant, étant donné que je ne l'ai pas touchée depuis que nous nous sommes remis ensemble. Quoi? Nous sommes fiancés en non seulement. Chambre séparée quand nous voyageons. Pas d'intimité. Rien de réel. Elle le sait. Je le sais. Mon père le sait probablement, mais il s'en fiche tant que l'image tient. Il se pencha en avant. Le bébé n'est pas de moi, Elara. Il ne peut pas l'être. L'as-tu confrontée? Elle pleure et dit que je suis cruel. Que je doute d'elle alors qu'elle porte mon enfant. Mon père dit que la remettre en question publiquement serait désastreux pour la famille. Tout le monde agit comme si j'étais fou de ne pas célébrer ça. Pourquoi me dis-tu tout ça? Parce que j'avais besoin qu'une personne connaisse la vérité. Une personne qui pourrait me croire alors que tout le monde agit comme si je perdais la raison. Ses mains tremblaient. Je vais la démasquer. Engager des enquêteurs, rassembler des preuves, faire tout exploser. Mais quand je le ferai, mon père me détruira. Il me coupera les vivres complètement et je n'aurai rien à offrir. À toi et aux garçons. Nous ne voulons pas de ton argent. Mais vous avez besoin de stabilité, de sécurité. De tout ce que je ne pourrai plus fournir une fois que Preston en aura fini avec moi. Il tendit la main à travers la table, s'arrêtant juste avant de toucher la sienne. Je vais tout perdre. Mais j'avais besoin que tu saches que je te choisis. Même si c'est trop tard. Même si tu ne peux pas me pardonner. Je te choisis, toi, Finn et Léo, plutôt que tout ça. Elara sentit les larmes lui brûler les yeux et refusa de les laisser couler. Tu vas vraiment renoncer à tout? Je vais arrêter d'être la personne que mon père a créée et commencer à être la personne que je suis vraiment. La personne que tu as vue à Monaco avant que je prenne peur et que je revienne à mes habitudes. Il finit par prendre sa main, et ce contact lui donna l'impression de rentrer à la maison et de dire adieu en même temps. Je n'attends pas de toi que tu m'attendes. Je n'attends pas que tu me pardonnes. J'avais juste besoin que tu saches que j'ai enfin compris ce qui compte. Même si je l'ai compris trop tard. Jackson. Vivienne annonce sa grossesse publiquement ce soir lors d'un gala de charité. Grande révélation. Beaucoup de presse. Le moment parfait de princesse. Je suis censé avoir l'air comblé. Son sourire était brisé. Demain, j'engage les enquêteurs.
Donne-moi quelques semaines pour rassembler des preuves. Ensuite, je réduis tout en cendres. Il se leva pour partir. Et Lara réalisa qu'elle était sur le point de le laisser partir sans dire ce qui lui griffait la gorge. « Je suis terrifiée à l'idée de te laisser entrer, » dit-elle, les mots se précipitant. « Je suis terrifiée que si j'admets avoir des sentiments pour toi, tu partes. » Tout le monde part. Mes familles d'accueil. Tous ceux à qui j'ai tenu. Les gens partent quand je m'attache trop. Quand j'ai trop besoin d'eux. Alors j'ai construit des murs assez hauts pour que personne ne puisse me blesser. Et tu me demandes de les abattre pour quelqu'un qui est actuellement fiancé à une autre femme. Je sais que ce que je demande est impossible. Mais si tu fais vraiment ça. Si tu renonces vraiment à tout et que tu nous choisis. Je suis prête à essayer. À être terrifiée et à essayer quand même. Les larmes débordèrent enfin. Ne me fais pas regretter ça, Jackson. Ne me prouve pas que j'ai tort à ton sujet. Je ne le ferai pas, promit-il. Je perdrai tout le reste. Mais je ne te perdrai pas à nouveau. Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Et Lara resta assise dans le café, pleurant dans son café froid, terrifiée à l'idée qu'elle se préparait pour le plus grand chagrin d'amour de sa vie. Ce soir-là, elle regarda Vivienne annoncer sa grossesse aux informations. Peau éclatante, vêtements de maternité de créateur. Une joie parfaitement répétée. Elle regarda Jackson se tenir à ses côtés. Il avait l'air d'un prisonnier. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Et elle se permit d'espérer, juste un peu, qu'il pensait ce qu'il disait. Que cette fois, quelqu'un pourrait vraiment la choisir. Même en sachant que l'espoir était la chose la plus dangereuse qu'elle pouvait se permettre de ressentir. Chapitre 8, la révélation. Jackson engagea des enquêteurs avec le genre d'efficacité impitoyable qu'il réservait habituellement aux acquisitions. 3 firmes distinctes. Toutes chargées de fouiller dans la vie de Vivienne. Son emploi du temps. Ses communications privées. Il voulait des preuves si solides que même son père ne pourrait pas contester la réalité. Cela prit 2 semaines. 2 semaines à jouer le fiancé dévoué en public tout en construisant discrètement un dossier contre la femme qu'il était censé épouser. 2 semaines à assister à des rendez-vous de grossesse où les images d'échographie semblaient étrangement génériques. 2 semaines à regarder Vivienne jouer la joie maternelle pour les caméras tout en l'ignorant à peine en privé. La mascarade était étouffante. Lors d'un dîner de charité, Vivienne avait placé sa main sur son ventre à peine arrondi pour les photographes, chuchotant à travers son sourire. « Elle est heureux. Où tout s'effondre pour nous deux. Je ne suis pas celui qui ment, avait-il chuchoté en retour. Non. Tu es juste celui qui est trop faible pour partir. Elle avait raison. Et cette vérité brûlait plus que sa tromperie. Les preuves, quand elles arrivèrent, furent accablantes. Des images de sécurité montrant Vivienne entrant dans l'immeuble de son entraîneur personnel la nuit. Partant à l'aube. Des relevés de cartes de crédit montrant des chambres d'hôtel réservées sous des alias. Des SMS récupérés de sauvegarde cloud qui ne laissaient aucun doute sur la liaison ou la paternité réelle du bébé. Mais la pire découverte était enterrée dans les dossiers financiers. Vivienne recevait des paiements de Preston depuis des mois. Des paiements substantiels étiquetés comme « frais de consultation », mais qui étaient clairement tout autre chose. Le rapport de l'enquêteur atterrit sur le bureau de Jackson comme une bombe prête à exploser. La grossesse est réelle, dit l'enquêteur principal. Mais au niveau du calendrier, la conception a eu lieu des semaines avant votre prétendue réconciliation. L'entraîneur est le père biologique. Elle le sait. Il le sait. Ils ont planifié ça. Planifié quoi exactement? De vous piéger dans le mariage. Elle obtient le nom et l'argent des Hale. Il obtient un soutien financier pour son enfant. Tout le monde gagne sauf vous. L'enquêteur fit glisser un autre dossier sur le bureau. Il y a plus. Votre père savait. La main de Jackson se figea. Quoi? Preston Hale a reçu un tuyau anonyme sur la liaison 3 jours après l'annonce de la grossesse. Il l'a enterré. Payez la source. Activement dissimuler les preuves qui vous auraient libéré de ses fiançailles. L'expression de l'enquêteur était sombre. Les dossiers financiers montrent qu'il verse à Vivienne des montants mensuels. Nous ne pouvons pas prouver pourquoi. Mais le timing suggère qu'il l'a incité à aller jusqu'au bout de la réconciliation et de l'annonce de la grossesse.
Il valorise la fusion avec la famille Caldwell plus qu'il ne vous valorise vous. Jackson s'adossa, l'air quittant ses poumons. Son père n'avait pas simplement permis la tromperie. Il l'avait orchestrée. Il avait payé Vivienne pour piéger son propre fils. Il avait choisi une alliance commerciale plutôt que sa propre chair et son propre sang. Si complètement qu'il avait financé une conspiration contre lui. Combien? Demanda doucement Jackson. Les paiements? Oui. Au total? Un peu plus d'un demi-million sur 5 mois. Un demi-million de dollars pour s'assurer que Jackson reste piégé. Pour garantir la fusion Caldwell. Pour sacrifier le bonheur de son fils sur l'autel du profit. La trahison coupait plus profondément que les mensonges de Vivienne. Son père, l'homme qui l'avait élevé, qui se souciait soi-disant de l'héritage, l'avait sciemment laissé marcher dans un piège. L'avait activement facilité. Avait choisi les affaires plutôt que le bien-être de son propre fils. Si complètement qu'il avait payé quelqu'un pour le tromper. Jackson resta assis dans son bureau pendant des heures après le départ de l'enquêteur. Fixant les preuves qui détruiraient ses fiançailles, l'empire soigneusement construit de son père, et peut-être toute sa famille. Le choix intelligent serait de l'enterrer, de jouer le jeu, d'élever l'enfant d'un autre homme comme le sien et de maintenir le statu quo. Mais il avait passé toute sa vie à faire des choix intelligents qui le laissaient vide. Il pensait à Finn demandant pourquoi il n'avait pas été là quand ils étaient bébés. À Léo testant s'il resterait vraiment. À Elara construisant une vie à partir de rien alors qu'il s'était caché derrière l'argent et les attentes de son père. Il avait fini de se cacher. Il appela d'abord son propre avocat. J'ai besoin que tu examines ces documents. Je veux connaître chaque angle juridique avant d'avancer. L'avocat passa 1 heure à parcourir les preuves. C'est du béton. La liaison est documentée au-delà de tout doute. Le calendrier de la grossesse est irréfutable. Et le lien financier entre Preston et Vivienne suggère une conspiration. Si tu rends ça public, ce sera dévastateur. Bien. Jackson, réfléchis bien. Une fois que c'est public, il n'y a pas de retour en arrière. Ton père ripostera avec tout ce qu'il a. Qu'il le fasse. J'ai 2 fils qui ont besoin de voir leur père défendre ce qui est juste au lieu de ce qui est rentable. Il y a encore une chose. Si tu romps les fiançailles aussi publiquement, Vivienne pourrait poursuivre pour rupture de promesse ou diffamation. Quel essai? Les preuves parlent d'elles-mêmes. Il appela Preston et demanda une réunion de famille. Formelle. Avocat présent. Pas de place pour la dérobade. Le domaine de son père était exactement comme dans son souvenir. Froid. Imposant. Conçu pour que les visiteurs se sentent petits. Jackson entra dans le bureau où Preston attendait derrière son bureau massif, ressemblant en tout point à l'empereur surveillant son royaume. Ça a intérêt à être important, dit Preston. J'ai des réunions. C'est important. Jackson posa les dossiers sur le bureau. Vivienne a une liaison avec son entraîneur personnel depuis plus d'1 an. Le bébé est de lui, pas de moi. Voici la preuve. Preston jeta à peine un coup d'œil aux preuves. Je suis au courant. Tu es au courant? Jackson rit, un son creux. Tu savais qu'elle mentait et tu n'as rien dit? Je savais que la fusion Caldwell était trop précieuse pour être perdue pour une incartade. Le bébé aura le nom à il. Tout le monde est heureux. Tout le monde sauf moi. Tu t'adapteras. Le mariage est un partenariat, Jackson, pas un roman à l'eau de rose. Tu remplis ton rôle. Elle remplit le sien. Le bébé fournit un héritier. Quelle différence la biologie fait-elle? La différence, c'est que j'ai des enfants biologiques qu'elle traite comme des embarras. La différence, c'est que tu me demandes d'élever l'enfant d'un autre homme tout en ignorant mes vrais fils. Jackson se leva, la voix montant. La différence, c'est que j'ai fini d'être ta marionnette. Surveille ton ton. Ou quoi? Tu vas me déshériter? Me couper les vivres? Jackson jeta le 2e dossier, celui montrant les paiements financiers. Tu l'as payé. Tu as payé Vivienne pour continuer cette mascarade. Un demi-million de dollars pour piéger ton propre fils. Tu n'as pas seulement permis la tromperie, tu l'as financée. Pour la première fois, Preston parut mal à l'aise. Ces paiements étaient des arrangements commerciaux. Ces paiements étaient des pots de vin pour piéger ton propre fils dans un faux mariage.
Tu as orchestré tout ça parce qu'une fusion comptait plus que ma vie. J'ai assuré une alliance stratégique qui profite à la famille. La famille? La voix de Jackson se brisa. Je suis ta famille. Finn et Léo sont ta famille. Mais nous ne valons pas autant qu'une fusion, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas assez rentables pour compter. Tu es dramatique. Je suis honnête. Pour la première fois de ma vie, je suis complètement honnête avec toi. Il pointa les preuves du doigt. Je publie tout ça. La liaison, la fausse déclaration de grossesse, ton implication, la conspiration financière. Je réduis tout en cendres. L'expression de Preston se durcit. Si tu fais ça, il n'y aura pas de retour. Je te retirerai de la direction de l'entreprise, je gèlerai tes comptes, je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans cette industrie. Tu n'auras rien. Bien. Le mot resta en suspens. Parce que tout ce que j'ai vient avec des ficelles attachées à toi. Je préfère n'avoir rien et être libre que d'avoir tout et être prisonnier. Tu fais une erreur. La seule erreur que j'ai faite a été de passer toute ma vie à essayer de gagner l'amour de quelqu'un incapable d'en donner. Jackson se dirigea vers la porte. J'ai des fils jumeaux qui sont des humains extraordinaires. J'ai une chance d'avoir quelque chose de réel avec une femme qui me voit comme plus qu'un nom et un compte en banque. Ça vaut plus que tout ton empire. Ces enfants ne seront jamais des héritiers légitimes. Cette femme ne s'intégrera jamais dans notre monde. Tu jettes ton héritage pour un fantasme. Je choisis l'amour plutôt que l'héritage. Quelque chose que tu n'as jamais compris. Jackson ouvrit la porte, puis se retourna. Tu sais quelle est la partie la plus triste? Finn et Léo ne connaîtront jamais leur grand-père. Ils ne connaîtront jamais l'homme que tu aurais pu être si tu avais choisi d'être humain au lieu d'être une machine. Et quand tu seras mourant, seul dans un lit d'hôpital, entouré d'argent au lieu de famille, tu réaliseras que les empires ne te tiennent pas la main à la fin. Les gens, si. Sors. Avec plaisir. Adieu, père. Profite de ton empire. J'espère qu'il te tiendra chaud la nuit. Il sortit de la maison de son père pour la dernière fois, se sentant simultanément terrifié et libéré. Son téléphone sonnait déjà. Preston passait des appels, activant les conséquences, commençant le processus d'effacement de son fils de l'empire familial. Au moment où Jackson atteignit sa voiture, son accès à l'entreprise était révoqué. Au moment où il atteignit son Penthouse, les déménageurs étaient déjà là selon les instructions de Preston. La propriété appartenait à l'entreprise, et il avait 24 heures pour vider les lieux. Jackson regarda autour de l'espace qui n'avait jamais ressemblé à un foyer. Des meubles coûteux qu'il n'avait pas choisis, de l'art qu'il n'avait jamais vraiment regardé, une vie organisée par d'autres. Impressionnant mais vide. Il fit ses valises rapidement. 2 valises de vêtements, quelques objets personnels, les dessins de Finn et Léo qu'il avait gardés dans le tiroir de son bureau. Tout le reste pouvait brûler. Il appela son avocat. Publie tout. Les preuves sur Vivienne, sa liaison, la fausse grossesse, la complicité de mon père et son implication financière. Je veux que ce soit public d'ici ce soir. C'est la politique de la terre brûlée, Jackson. Il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière. L'histoire éclata comme un ouragan. Les médias s'emparèrent des titres sur la tromperie, la trahison et la conspiration familiale. L'image soigneusement construite de Vivienne vola en éclats en quelques heures. La famille Caldwell se démanda pour limiter les dégâts. Preston publia une déclaration, déshéritant Jackson complètement, le décrivant comme instable et vindicatif. Mais les preuves étaient trop fortes, le calendrier trop clair, les liens financiers trop accablants. En quelques jours, Vivienne et son entraîneur furent photographiés ensemble, et elle fut forcée d'admettre la vérité. La famille Caldwell se retira de toutes les affaires avec les Hale. La réputation de Preston prit un coup massif pour son rôle dans la tromperie. Les réseaux sociaux explosèrent d'opinion. Certains louaient Jackson pour son courage. D'autres appelaient cela un effondrement familial. Le consensus était clair, la dynastie Hale implosait. Jackson regarda sa vie s'effondrer depuis une modeste chambre d'hôtel. Tout ce qu'il avait possédé réduit à 2 valises et une détermination à recommencer. Son téléphone sonnait constamment, des journalistes voulant des déclarations, d'anciens collègues offrant une fausse sympathie, des vautours encerclant l'épave. Il les ignora tous. Au lieu de cela,
Il s'assit au bord du lit d'hôtel bon marché et pensa à ce qui comptait. Pas l'empire qu'il avait perdu. Pas la réputation en lambeaux. Pas la fortune dont il s'était éloigné. Il pensait aux dessins minutieux de Finn et aux questions audacieuses de Léo. Il pensait à la force d'Elara et aux murs qu'elle avait construits pour survivre. Il pensait à la famille qu'il avait trouvée dans un appartement exigu de Chicago. Puis il conduisit jusqu'à l'appartement d'Elara. Elle ouvrit la porte, l'air choqué, comme si elle avait suivi les nouvelles et n'arrivait pas à croire qu'il l'avait vraiment fait. « Tu as tout détruit, dit-elle. »« Ouais. Ton père t'a déshérité. Tu n'as pas de travail, pas d'argent, nulle part où vivre. »« Ouais. Pourquoi as-tu fait ça ?» Il la regarda. Vraiment regardé. Et se permit d'être complètement vulnérable. « Parce que je préfère n'avoir rien et être avec toi que d'avoir tout et perdre mon âme. Parce que Finn et Léo méritent un père qui les choisit. Parce que tu mérites quelqu'un qui se bat pour toi, au lieu de s'enfuir. Jackson. Je n'attends pas que tu me reprennes. Je n'attends pas de pardon. J'avais juste besoin que tu saches que je pensais ce que je disais. Je te choisis. Vous tous. Même si c'est trop tard. Elara le fixa un long moment et il vit ses murs lutter contre son cœur. Il vit la femme qui avait été abandonnée par tout le monde apprendre à faire confiance à nouveau. Il vit le moment où elle décida d'être courageuse. « Entre, dit-elle doucement. On va trouver une solution ensemble. » Il la suivit dans le petit appartement qui ressemblait plus à un foyer qu'aucun manoir ne l'avait jamais fait. Prêt à construire quelque chose de réel sur les cendres de son ancienne vie. Prêt à prouver que l'amour valait la peine de tout perdre. Chapitre 9, la reconstruction. Jackson trouva un emploi de gérant dans un petit hôtel de charme à Chicago appelé le Elmwood. Ce n'était pas glamour. 30 chambres. Principalement des voyageurs d'affaires. Le genre d'endroit où il réparait des robinets qui fuient et se disputait avec les fournisseurs sur le prix du papier toilette en gros. Son salaire était une fraction de ce qu'il gagnait avant. Mais il se présentait chaque jour avec une détermination qui l'impressionnait lui-même. Elara observait cette transformation avec une fascination prudente. Le milliardaire poli avait disparu. Remplacé par quelqu'un qui portait des vêtements ordinaires et comprenait la valeur de travailler pour obtenir les choses au lieu de les acheter. Il emménagea dans un appartement modeste à 3 pâtés de maison du sien. Assez proche pour être présent. Assez loin pour respecter les limites. Les jumeaux remarquèrent immédiatement. Papa a l'air différent, observa Finn un soir. Comment ça, demanda Elara. Moins brillant. Plus réel. Léo fut plus direct. Tu es pauvre maintenant? Jackson rit, ébouriffant les cheveux de son fils. La pauvreté est relative. Mais ouais, bonhomme. Je n'ai pas autant d'argent qu'avant. Bien. Tu étais bizarre quand tu étais riche. Venant de Léo, c'était le plus grand des compliments. Jackson se présentait à chaque visite prévue sans faute. Il apprit à cuisiner des repas simples après avoir brûlé 3 dîners. Il aida aux devoirs, même si les maths de Finn le confondaient et que la lecture de Léo dépassait son niveau de patience. Il lisait des histoires le soir avec des voix drôles qui faisaient glousser les jumeaux. Et lentement, prudemment, lui et Elara commencèrent à reconstruire quelque chose qui pourrait devenir de la confiance. Ils prenaient le café pendant que les garçons étaient à l'école. De vraies conversations sur tout et rien. Elle lui parlait de chirurgie difficile et de patients impossibles. Il lui parlait de ses disputes avec un client sur les heures de départ et de sa découverte qu'il était doué pour l'hospitalité quand l'ego n'était pas impliqué. « Je crois que j'aime vraiment cette vie », admit-il un après-midi. « C'est plus petit, mais c'est à moi. Pas quelque chose dont j'ai hérité ou qu'on m'a imposé. Je l'ai construite. » C'est ce que j'essayais de te dire, dit Elara en souriant. Il y a du pouvoir à construire sa propre chose. Tu avais raison sur beaucoup de points. Je